réveil, merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer à la une de l'actualité ce matin. Pour la deuxième fois en quelques heures, des Druzes israéliens attaquent à coups de pierre une ambulance de l'armée israélienne dans le Golan. L'ambulance transportait des blessés syriens qu'Israël évacue régulièrement par mesure humanitaire. Bilan, un des blessés syriens a été tué il y a quelques heures. Autre titre ce matin, c'est l'ONU qui accuse Israël et le Hamas de crimes de guerre commis à Gaza lors du conflit l'été dernier. À Jérusalem, on rejette le rapport et on le qualifie de rapport biaisé. Sortie de crise en vue pour la Grèce, les nouvelles concessions d'Athènes sont arrivées trop tard pour sceller un accord hier soir, mais elles devraient permettre d'en espérer un dans le cours de la semaine. Et puis, dans une semaine, jour pour jour, l'Iran devrait signer un accord historique avec les 6 puissances mondiales. Les discussions sont dans leur dernière ligne droite. On fait le point dans un instant. Enfin, la superstar Taylor Swift prouve une fois encore son emprise sur le monde musical. La chanteuse américaine est parvenue à faire plier Apple. Le géant a cédé après avoir été menacé de boycott par Madame Swift. Bienvenue à tous, il s'agit donc du deuxième incident de ce genre en quelques heures, mais cette fois le bilan est sans appel. Un blessé syrien évacué par Israël a été tué cette nuit lorsque l'ambulance qui le transportait a été attaquée à coups de pierre par des Druzes israéliens dans le Golan. Alors on tente de comprendre cette histoire complexe avec vous, Myriam Dannan. Pourquoi ces Syriens sont-ils attaqués par les Druzes? Alors il faut revenir un petit peu sur les événements d'hier soir. Ce qui est inquiétant, c'est que le deuxième incident du type en moins de 24 heures. Il s'agit d'une ambulance militaire israélienne qui, pour des raisons humanitaires, a porté secours à des rebelles syriens. En l'occurrence, il s'agissait cette fois-ci, selon l'armée israélienne, de 2 civils syriens qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur de la frontière israélienne et à fuir les combats sur leur propre territoire. Ils ont été donc secourus par des soldats israéliens menés dans une ambulance militaire en direction des hôpitaux les plus proches. Il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de blessés syriens, des civils et des rebelles qui sont soignés de façon anonyme dans les hôpitaux israéliens. Le problème, c'est que cette situation et ce secours humanitaire ne plaît pas à tout le monde, et en particulier à cette population druze du nord d'Israël. Pourquoi? Parce que ces Druzes syriens, israéliens, appartiennent à une population qui représente moins de 3% du pays en Israël, une toute petite minorité, mais qui est extrêmement partagée et qui aujourd'hui soutient Bachar al-Assad et qui accuse les rebelles syriens et les terroristes d'Al-Qaïda de tuer les leurs. Autrement dit, pas de potentielle intervention pour ces Druzes sur le sol syrien, mais une réelle volonté de vengeance en voyant de potentiels meurtriers des leurs secourus par des soldats israéliens, que ce soit ou non pour des raisons humanitaires. Et ces Druzes israéliens demandent régulièrement à Israël de venir en aide à leurs frères de l'autre côté de la frontière, mais Israël n'interviendra pas en Syrie. Effectivement, alors ce que demande aujourd'hui cette minorité druze, c'est plus que de porter secours aux siens, c'est une intervention sur le sol syrien dans cette guerre civile syrienne qui dure depuis 4 ans. Or, ceci, Israël ne peut le faire. D'abord parce que Bachar al-Assad n'est certainement pas un ami pour les Israéliens, avec une situation de guerre ouverte qui dure depuis 1967 et même avant. Et puis ensuite parce qu'il n'est pas question d'intervenir dans un conflit interne. C'est une position qui a été réaffichée à de nombreuses reprises. Un conflit interne où Israël n'interviendra pas. Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, son chef d'état-major Gadi Eisenkot et son ministre de la Défense Moshe Ayalon l'ont répété de vive voix, appelant la population druze à réfréner aujourd'hui sa colère. Voilà, et ces incidents, pour finir, Myriam, révèlent en tout cas toute la complexité de l'identité druze. La complexité de l'identité druze, une minorité, donc on l'a dit, au sein de la population israélienne, qui pour une partie d'entre elles a prêté allégeance au gouvernement israélien et au gouvernement en place. Et puis pour une autre, depuis 1967 et la conquête du Golan est extrêmement partagée, divisée. Des Druzes qui pour certains se considèrent encore syriens, pour d'autres se considèrent israéliens, mais quoi qu'il en soit, une nationalité, un sentiment de nationalité extrêmement partagé et un soutien clairement affiché côté syrien pour ce conflit intérieur à Bachar al-Assad. Merci Myriam. Toujours en Israël, en bref, le mouvement de contestation de la communauté éthiopienne a repris hier. Plusieurs centaines de jeunes ont manifesté hier soir dans les rues de Tel Aviv. Ils se sont heurtés aux forces de l'ordre. On note en tout 19 interpellations.
Une commission d'enquête de l'ONU, je vous le disais en titre, a donc conclu à 2 possibles crimes de guerre commis tant par Israël que par le Hamas lors du conflit à Gaza en 2014. C'est ce que révèle un rapport publié hier. Les conclusions ont été aussitôt rejetées par Israël qui dénonce un rapport biaisé et politisé. Le Hamas s'en est quant à lui félicité. Maxime Pérez. Israël et les groupes armés palestiniens ont commis de possibles crimes de guerre lors du conflit à Gaza à l'été 2014. C'est le verdict sans surprise du rapport d'enquête des Nations Unies publié ce lundi à Genève. La commission indépendante, mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dénonce avec sévérité les actions de l'armée israélienne. Pire, l'impunité qui prévaudrait à tous les niveaux suite à ces opérations qui ont coûté la vie à près de 2200 Palestiniens et occasionné de nombreuses destructions. La chose que nous espérons à l'issue de cette longue et difficile enquête, c'est de voir la justice s'imposer sur le terrain, notamment en appelant le gouvernement israélien à prendre en compte la nécessité de changer de politique concernant l'utilisation d'armes explosives, avec de larges effets collatéraux dans les zones densément peuplées comme Gaza. Il lui appartient de tenir responsables ceux qui n'ont pas scrupuleusement protégé la vie des civils. Le Hamas a salué la publication du rapport des Nations Unies, duquel il ressort relativement épargné. Pour autant, l'organisation islamiste palestinienne, toujours au pouvoir à Gaza, refuse d'être mise dos à dos avec son pire ennemi. C'est une grande erreur de vouloir être équilibré et de mettre sur un même plan les tueurs et leurs victimes. Il s'agit de quelque chose d'inacceptable. Une agression a été commise dans laquelle plus de 2200 personnes ont été tuées. 90% de ces victimes sont des civils. Si ce rapport de 183 pages évoque les tirs de roquettes indiscriminés contre le territoire israélien, il se montre conciliant à l'égard des intentions du Hamas. Exemple, les islamistes ont averti qu'ils s'apprêtaient à viser Tel Aviv, permettant aux civils israéliens, selon les termes du rapport, d'avoir le temps de rejoindre un abri. Autre élément trouble, la commission s'abstient de condamner l'utilisation de tunnels d'infiltration par le Hamas. Dans leur énoncé, les enquêteurs affirment ne pas être parvenus à déterminer avec exactitude la cible que visaient ces infrastructures souterraines. Un véritable désaveu pour Israël, alors que ces attaques transfrontalières ont tué une dizaine de militaires en bordure de Gaza. En octobre dernier, le secrétaire de l'ONU Ban Ki-moon s'était même rendu en personne dans l'un des tunnels du Hamas découvert à l'entrée d'un kibboutz israélien. Pour Benjamin Netanyahou, ce rapport est tout simplement biaisé. Israël ne commet pas de crimes de guerre. Israël se défend contre une organisation terroriste qui appelle à sa destruction et qui, elle, commet de nombreux crimes de guerre. N'importe quel État attaché à sa souveraineté aurait agi comme nous l'avons fait, à moins que cette commission attende d'un pays attaqué par des milliers de missiles de rester les bras croisés. Cela n'a pas été le cas et cela ne le sera jamais. Il n'empêche, le rapport pourrait servir à porter le cas d'Israël devant la Cour pénale internationale. C'est à présent le souhait exprimé par de très nombreux responsables palestiniens. Cyril, la presse israélienne fait évidemment ses gros titres de ce rapport ce matin. Quel est le ton des journaux ? Allez, dans son ensemble, la presse israélienne fustige ce matin les conclusions du rapport. Un rapport de l'hypocrisie selon l'Yediot Aharonot, qui voilà une méga supercherie des Nations Unies. Pour sa part, le journal conservateur Israël Hayom dénonce sévèrement ce matin la partialité de la Commission des droits de l'homme, une commission que le journal rebaptise pour le besoin la Commission des droits du terrorisme. Accusé dans un même souffle Israël et le Hamas de crimes de guerre, c'est tout simplement révoltant, s'insurge Dan Margalit dans les colonnes du Israël Hayom, car comparaison n'est pas raison, renchérit Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot. Des crimes de guerre, oui, mais des crimes de guerre par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? À ceux commis par la Russie en Ukraine, à ceux commis par les États-Unis en Afghanistan ou encore à ceux commis par la Chine au Tibet. Au théâtre de l'absurde, écrit le Jérusalem Post, la tragédie s'est transformée en farce. Pour trouver un autre son de cloche ce matin dans la presse israélienne, eh bien il vous faudra lire ce matin le Ma'ariv. Non, les dés ne sont pas pipés, écrit Ben Caspit.
La grande plume du quotidien de centre-droite qui estime que contrairement au rapport Goldstone de 2009, eh bien, le présent rapport est tout simplement équilibré. Pour le journaliste, les réactions de la classe politique israélienne frôlent le ridicule et semblent avoir été écrites bien avant l'apparition du document. Et puis pour le quotidien de gauche, arrête pour finir, Barbara, crier à l'injustice, voire accuser l'ONU d'antisémitisme serait une grave erreur. Il faut au contraire que les autorités israéliennes enquêtent et vite pour éviter que les conclusions du rapport ne soient portées devant le tribunal de La Haye. Israël a été prise à son propre piège à force de répéter que Tsahal est l'armée la plus morale du monde et de ne pas vouloir coopérer avec la commission de l'ONU. Eh bien, Israël pourrait se retrouver plus rapidement que prévu sur les bancs des accusés de La Haye. D'ailleurs, le rapport renforce le camp de La Haye, renchérit le Haaretz. Les Palestiniens qui, depuis 10 ans, proposent de saisir la Cour pénale internationale et d'abandonner les pourparlers avec Israël vont avoir le vent en poupe après la publication de ce rapport. Merci Cyril et bonjour à Colette Avital, ancienne diplomate israélienne, ancienne députée travailliste. Merci d'être avec nous. Alors est-ce qu'on peut parler d'un rapport, certes accusateur, mais comme le disent certains commentateurs, quand même équilibré finalement? Cela dépend à quoi vous le comparez. Si vous le comparez au rapport Goldstone de 2009, il est beaucoup plus équilibré. Je crois qu'on ne peut pas accuser la présidente de cette commission, Madame le juge Mary McGowan Davis, d'être anti-israélienne. Elle ne l'est pas. Et je crois qu'il ne vise pas vraiment... Bon, il y a un problème de base. Le problème de base, c'est que toujours, lorsque vous avez une armée organisée contre une bande de terroristes, que l'armement que nous avons est cible d'une manière beaucoup plus exacte, que ce que nous faisons finalement, c'est qu'il y a beaucoup plus de destruction de l'autre côté, il est très difficile de ne pas voir Israël comme accusé principal. Mais je crois d'abord qu'il y a une erreur de base, pour commencer, dans ce rapport, c'est qu'il considère la bande de Gaza comme territoire occupé. Ce qui ne l'est pas. C'est vrai que la bande de Gaza est entourée, c'est que les gens ne peuvent pas sortir, etc. Mais il n'y a pas d'occupation israélienne. Donc je crois que certaines des conclusions ne sont pas là. Mais ce que ce rapport vise, c'est surtout les dirigeants, c'est surtout la stratégie d'Israël, c'est surtout le fait qu'Israël réagit toujours avec ce qui s'appelle un abus de force. Et il dit, vous auriez peut-être intérêt d'enquêter plus sérieusement ce que vous faites. Alors, parlons des conséquences de ce rapport. Dans 6 jours, il sera amené au vote du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Quelles seraient les conséquences? Est-ce qu'on peut imaginer des poursuites devant une cour pénale internationale contre des dirigeants politiques ou militaires israéliens? Malheureusement, personnellement, j'ai peur que oui, j'ai la crainte que oui. Et dans ce combat, qui est un combat dans lequel Israël est pris à son propre piège, parce que d'une part, on ne peut pas laisser des populations civiles sans aucune protection. D'autre part, il faut réagir. La question est comment elle réagit. Est-ce qu'on se laisse entraîner toujours dans ces guerres? Et finalement, comme cela se répète, ce que ce rapport dit en fin de compte, c'est que le seul moyen d'empêcher que cela ne se répète encore une fois, et Dieu sait si dans un an ou deux, ça ne peut pas se répéter au nord avec le Hezbollah, il faut arriver à la Cour pénale internationale à La Haye, et peut-être que là, la Cour internationale peut prendre des mesures pour arrêter cet engrenage. Est-ce qu'Israël a quand même des questions à se poser sur son travail diplomatique dans les coulisses, hein? Vous avez été à elle-même. Est-ce qu'Israël doit se poser des questions? Vous avez été diplomate pendant de longues années, vous savez comment ça fonctionne. La réalité est ce qu'elle est. Il y a eu 1400 morts lors de ce conflit. Mais si on met un instant cette réalité de côté, est-ce que d'un point de vue purement explicatif, diplomatique, pédagogique, est-ce qu'Israël devrait revoir sa stratégie? Non, je crois qu'Israël doit revoir sa stratégie politique et non pas sa stratégie de relations publiques. Les relations publiques ne peuvent pas cacher ce qui s'est passé, ce qui s'est produit réellement. Aucun diplomate, et je crois que les diplomates ont déployé tous les efforts possibles. C'est la réalité. Il est vrai, c'est la réalité. Mais le drame aussi, c'est qu'il faut se dire que cette commission des droits de l'homme s'occupe en priorité d'Israël, alors qu'il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent dans notre région,
que le traitement préférentiel, entre guillemets, d'Israël, l'obsession qu'il a avec Israël est une chose qui est démesurée aussi. Et donc, les réactions d'Israël, qui sont des réactions défensives, qui disent « voilà, vous êtes tous des antisémites », je crois le comprendre aussi, ça n'aide à rien. Je crois que le problème est au niveau politique, stratégique. Est-ce qu'on ne pourrait pas revoir toute notre politique envers ce qui devrait être l'État palestinien et se dégager de ses responsabilités? Merci, Colette Avital. Autre grand titre de l'actualité de ce mardi, une sortie de crise en vue pour la Grèce. Les nouvelles concessions d'Athènes sont arrivées trop tard pour sceller un accord hier soir à Bruxelles lors du sommet d'urgence des chefs d'État et de gouvernement, mais elles devraient permettre d'espérer un accord dans le cours de la semaine. Myriam Aman. La Grèce n'a pas conclu d'accord avec ses créanciers et il reste du chemin à parcourir selon le Fonds monétaire international. Mais c'est l'optimisme qui souffle sur la zone euro après le sommet extraordinaire de Bruxelles. Les discussions progressent. Après ce Conseil de la zone euro et surtout le travail qui a pu être fait ces dernières heures, nous avançons vers un accord. Pour s'approcher d'un accord, il fallait que la Grèce présente des propositions crédibles aux yeux des créanciers. Athènes a effectivement proposé 21 mesures nouvelles lundi à Bruxelles. Nous avons eu aujourd'hui des propositions grecques, vous en avez entendu parler. Les trois institutions ont indiqué que c'est un bon point de départ pour de nouvelles discussions qui doivent toutefois être menées avec une haute intensité et la Grèce s'y est dite préparée. La Grèce propose notamment d'augmenter les taux de TVA et surtout de réformer les systèmes de retraite, sans toutefois toucher au montant des pensions. Le Premier ministre grec estime que c'est au tour de l'Union de faire un pas vers la Grèce. Après tout cela, j'ai la sensation que, pour reprendre une phrase utilisée communément par les représentants européens, la balle se trouve dans le camp des autorités européennes. Il reste évidemment encore du pain sur la planche, mais c'est l'optimisme qui domine pour la réunion des ministres des Finances de la zone euro prévue mercredi. Je suis convaincu que l'Eurogroupe mercredi prochain obtiendra des résultats qui seront ensuite soumis au Conseil de l'Europe jeudi. Je suis convaincu que nous n'avons pas uniquement l'intention d'arriver à un accord cette semaine. Nous finaliserons cet accord. Il faut à présent calculer l'impact financier des propositions grecques et rédiger l'accord final. Un accord qui devra recevoir l'aval du Parlement grec et celui de différentes institutions européennes. Autant d'étapes qui pourraient faire échouer le processus. Et on retrouve à Bruxelles notre correspondante Éléonore Fedoul. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce qu'à Bruxelles, on croit effectivement en un accord dans les 24-48 heures à venir ? Oui, en tout cas, c'est ce que pensent la plupart des chefs d'État et de gouvernement après ce sommet extraordinaire. Il faut dire, comme vous l'avez dit, qu'ils étaient plutôt optimistes à leur sortie de leur réunion hier soir. Pour la première fois depuis des semaines, Athènes a fait de réelles propositions, 21 mesures sur la table, des mesures qui visent plus particulièrement les Grecs les plus riches. Il était question notamment également d'une taxe sur les bénéfices des entreprises supérieures à 500 000 € ou encore une hausse de la taxe sur la solidarité pour les Grecs dont le revenu dépasse les 30 000 €. Taxer les plus riches, c'est une manière pour Alexis Tsipras et la gauche radicale de rassurer ses électeurs tout en ramenant de l'argent dans les caisses, ce qui plaît à l'Union européenne. Vous l'avez dit, le temps presse. La Grèce doit parvenir à un accord avec ses créanciers avant mardi si elle veut obtenir de l'argent de l'Union européenne. Un nouveau prêt indispensable pour qu'Athènes puisse rembourser les 1,5 milliard que le pays doit au Fonds monétaire international. Les leaders des 28 sont donc plutôt optimistes. Ce sommet a servi à poser les bases d'un accord qui doit être négocié plus en détail dans les prochains jours. Même la chancelière Angela Merkel, la chancelière allemande, qui se montrait jusqu'ici très sceptique, a bien voulu admettre que ces mesures sont un bon point de départ pour un accord futur. Pour Alexis Tsipras, la balle est dans le camp de l'Union européenne et la prochaine réunion de l'Eurogroupe, les créanciers de la Grèce, aura lieu demain soir pour finaliser cet accord. Voilà, optimisme donc, mais sur le fond, Éléonore, on parle tout de même d'un accord sparadrap en quelque sorte, un accord à l'arraché qui ne réglera pas tout. Après cette échéance, il y en aura d'autres. Cet été, au mois de juillet, au mois d'août, on est entré finalement dans un système où le FMI finance son propre remboursement. On est loin d'un accord global qui va sauver l'économie grecque.
Non, parce qu'il y a toujours un mot tabou ici, c'est le mot dette. Alexis Tsipras a pourtant une nouvelle fois essayé de lier cette discussion à celle d'une restructuration de la dette grecque, mais rien n'y fait. Les 28 ne veulent pas en entendre parler. Le patron de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a bien résumé l'idée de ses partenaires européens hier soir. Ce n'est pas le moment d'en discuter. François Hollande, le président français, a affirmé qu'il s'agirait d'une seconde étape, tout en précisant que le sujet finirait par être abordé. Donc même si l'Union européenne accepte de prolonger son aide, l'échéance de mardi, les 1,6 milliard pour le FMI, ce n'est qu'une première étape. Avant le 20 juillet, le pays devra rembourser 3,9 milliards à la Banque centrale européenne, puis 3,2 milliards toujours à la BCE au mois d'août. Le problème est donc loin d'être complètement réglé. Merci Éléonore depuis Bruxelles. La France fait tout pour sauver Serge Atlaoui, dont la condamnation à mort en Indonésie pour trafic de drogue a été confirmée. C'est ce qu'a déclaré hier soir François Hollande. Je vous rappelle que la justice indonésienne a donc rejeté le dernier recours en grâce du Français, dont la peine ne serait pas exécutée avant la fin du Ramadan. Serge Atlaoui, condamné à mort pour trafic de drogue, contestait le refus du président indonésien de lui accorder une grâce. Un recours rejeté lundi par la justice indonésienne. Tout d'abord, le tribunal rejette la demande d'appel du demandeur. Deuxièmement, le tribunal maintient la décision prononcée le 9 avril 2015 au tribunal de Jakarta. Selon le parquet de Jakarta, il s'agissait de la dernière voie de recours à disposition du Français. Les avocats de Serge Atlaoui ont néanmoins annoncé qu'ils cherchaient d'autres moyens de sauver leurs clients. Nous allons faire de notre mieux pour trouver une autre option légale. Même si le président de la Cour a bien dit qu'il n'y aurait pas d'autre voie légale. Le 29 avril dernier, 8 autres condamnés à mort pour trafic de drogue ont été exécutés. Parmi eux, 2 Australiens, un Brésilien, 4 Africains et un Indonésien. Serge Atlaoui devait initialement figurer sur cette liste des exécutés, mais son nom avait été retiré au dernier moment. Un retrait sur fond de pression diplomatique française. Ce nouveau sursis n'aura pas suffi. Serge Atlaoui risque toujours la peine capitale. Pour l'instant, aucune date n'a encore été fixée pour son exécution. Selon le porte-parole du parquet indonésien, l'exécution n'aurait pas lieu pendant le mois sacré du Ramadan, c'est-à-dire jusqu'à la mi-juillet. Cela laisse un peu de temps aux avocats de Serge Atlaoui de trouver une solution ou aux autorités françaises de faire pression sur le gouvernement indonésien. Serge Atlaoui, soudeur de profession, a toujours clamé son innocence. Il affirme qu'il n'a fait qu'installer des machines industrielles dans ce qu'il croyait être une usine d'acrylique. Une usine qui abritait en réalité un laboratoire clandestin d'ecstasy. Allez, on retrouve depuis Bangkok notre correspondant David Nataf. Bonjour David, merci d'être avec nous. Alors, quelle est la suite de la procédure? Quel sort attend Serge Atlaoui? Il y a eu un sursis à l'exécution de la peine déjà depuis le mois d'avril. Et le recours en grâce qui a été rejeté a été examiné par les juridictions administratives. Cependant, la diplomatie française fait le maximum pour essayer d'obtenir un sursis à exécution et éventuellement un réexamen de l'affaire au fond du droit. Car en réalité, seule l'implication de Serge Atlaoui a été retenue dans cette affaire sans que les faits aient reçu un examen comme il l'aurait reçu devant des juridictions judiciaires en France ou en Occident. Alors la France poursuit ses efforts diplomatiques. François Hollande l'a rappelé hier. Est-ce qu'elle sera entendue? Il y a quelques semaines, l'Australie avait tenté de faire de même pour ses ressortissants, sans succès. Oui, aujourd'hui la France fera tout ce qui est possible pour qu'on puisse entendre la défense. Les procédures judiciaires en Indonésie sont sujettes à caution. L'examen au fond du droit n'a pas eu lieu. Il y a eu des exécutions, la plupart des personnes exécutées sont des Occidentaux et pas des Indonésiens. Le baron de l'affaire, celui qui a monté toute cette affaire d'ecstasy, lui en revanche est un Indonésien. Il a bénéficié d'un réexamen complet de son dossier au fond du droit. Ça grandirait le président Joko Widodo d'accorder un examen au fond de cette affaire. Merci David depuis Bangkok. En bref, sachez que Paris annoncera aujourd'hui à midi précise sa candidature pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024, battue par Londres pour organiser les JO de 2012. Eh bien, la capitale française a tiré les leçons de cet échec et cette fois-ci, eh bien, ce n'est pas le mouvement, c'est bien le mouvement sportif et pas les politiques qui mènera la campagne pour convaincre le Comité international olympique.
Et en sport toujours, on parle d'une autre candidature, cette fois en football. Diego Maradona, bientôt candidat à la présidence de la FIFA. L'information pourrait se confirmer dans les jours qui viennent. La légende du football fervente, opposant au système Blatter. Il ferait donc un président, Rudy, on ne peut plus politique. Oui, alors c'est en tout cas ce qu'a révélé un très proche de Maradona. Il s'appelle Victor Hugo Morales. C'est un animateur de radio, journaliste, très proche donc de Maradona. Alors quand on connaît le personnage Maradona, on peut mettre en doute la crédibilité d'une telle candidature. Mais par contre, là c'est vrai, le moins qu'on puisse dire, c'est que Maradona a toujours dénoncé très clairement ce qu'on appelle maintenant le système Blatter. Écoutez-le, c'était au mois d'avril dernier. À l'époque, il soutenait la candidature du prince Ali et il ne mâchait pas ses mots en espagnol dans le texte. Hacer lo que hace Blatter, de creerse el todopoderoso del fútbol cuando no pateó una pelota. Entonces, yo lo voy a guiar al príncipe y el príncipe, yo creo que tenemos muchas chances de pegarle una patada en el culo a Blatter, sin ninguna duda. Voilà, un vrai personnage. Quel poids pourrait avoir sa candidature? Alors, pour l'instant, il faut voir un petit peu le contexte. Le président de la fédération libérienne, Moussa Bility, et l'ancien international brésilien Zico sont les deux officiels candidats. Et Maradona, lui, est soutenu par le président vénézuélien Nicolas Maduro. Donc tout cela lui donnerait une sorte de stature de candidat altermondialiste, anti-Blatter, anti-système. Problème, si Maradona est connu pour avoir été un joueur d'exception, ça personne ne conteste, il est aussi connu pour ses problèmes de stupéfiants, ses déclarations assassines, provocatrices, sans oublier ses problèmes avec le fisc italien. Donc tout cela pourrait jouer en sa défaveur, étant donné le poste, surtout si une autre candidature très attendue venait à se manifester, celle de Michel Platini, autre grand joueur des années 80. Voilà, qui pourrait également intervenir dans les jours qui viennent, sans oublier une autre candidature extrêmement surprenante, il s'agit de Sepp Blatter lui-même. Oui, Sepp Blatter lui-même, c'est en tout cas une rumeur qui a agité le monde du football la semaine dernière. Un proche de Sepp Blatter a révélé à un journal suisse que, en raison de tous les soutiens qu'il aurait reçus en provenance d'Asie et d'Afrique, eh bien, Sepp Blatter envisagerait un coup de force lors du prochain congrès de la FIFA qui aura lieu à partir, en tout cas on n'a pas la date exacte, à partir du mois de décembre prochain. Donc au lieu de se faire discret, d'ailleurs Sepp Blatter est déjà force de proposition. Il a proposé des réformes pour la FIFA, donc on ne sait pas s'il sera en tout cas candidat, s'il va tenter le coup encore une autre fois. Autant dire que la lutte pour la place de président de la FIFA ne fait que commencer. Voilà, Sepp Blatter, à nouveau candidat, voilà, il ne s'arrêtera jamais. Merci Rudy. À suivre après, un nouveau journal dans une semaine. Jour pour jour, l'Iran devrait signer un accord historique avec les 6 puissances mondiales. Les discussions sont dans leur dernière ligne droite. Elles ont repris hier au Luxembourg au plus haut niveau. On fait le point après. Un nouveau journal, un journal qui vous est présenté ce matin par Eleonore Veil. Ce sera dans 2 petites minutes. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. L'Iran entre dans sa dernière ligne droite. Un accord sur son programme nucléaire devrait être signé dans une semaine exactement. Les discussions ont repris au plus haut niveau hier au Luxembourg. Dans le même temps, le Parlement iranien a voté un texte interdisant l'inspection de ses installations nucléaires. Océane Nicole. Ce dimanche, les députés iraniens ont limité le contrôle du Parlement sur l'éventuel accord nucléaire, reconnaissant ainsi le rôle prépondérant d'une instance directement dépendante du guide suprême. Il s'agit du Conseil suprême de sécurité nationale dirigé par le président Hassan Rouhani, mais le guide suprême, l'ayatollah Khomeini, a le dernier mot. Et c'est lui qui a directement nommé les hauts responsables politiques et militaires du pays, membres de cette instance. Largement approuvé par les députés iraniens, ce vote permet de réduire les risques de voir les députés voter contre l'accord final. En effet, selon le texte, les décisions du Conseil suprême de sécurité nationale doivent être respectées, ce qui laisse donc une importante marge de manœuvre à cette instance chargée de décider des questions politiques, sécuritaires et également des questions nucléaires du pays.
Ce nouveau texte interdit l'accès des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les sites militaires du pays et c'est au Conseil suprême de prendre les décisions nécessaires. Depuis le début du mois de juin, les représentants des grandes instances internationales se réunissent afin de parvenir à un accord final sur le nucléaire iranien. Mais le guide suprême exprime régulièrement sa méfiance sur la sincérité des puissances occidentales à conclure un accord final. Hier, les discussions ont repris au Luxembourg, mais la rédaction d'un texte final semble difficile. Sur le nucléaire iranien, la France souhaite un accord. Mais un accord robuste et non pas un mauvais accord. L'Iran et les grandes puissances internationales tentent, tant bien que mal, de régler les points de divergence avant la date butoir du 30 juin prochain. Jacques Nerriard, bonjour, vous êtes bonjour. Spécialiste en questions militaires. Alors, le 30 juin, c'est dans une semaine exactement. Les discussions ont repris hier au plus haut niveau. Est-ce que cet accord sera bel et bien signé? Je ne serais pas étonné que si jamais on n'atteint pas un accord le 30 juin, il faudra certainement une prolongation. Ce qui est déjà. C'est le scénario qui se profile? C'est ce qui se profile actuellement. Le problème est le suivant, c'est qu'on n'arrive pas encore à trouver un dénominateur commun concernant l'inspection. C'est le principal problème aujourd'hui, c'est l'inspection des 5 puissants concernant les sites nucléaires iraniens. Et là, comme vous l'avez dit, que le Parlement le fait que le Parlement ou Khamenei ou n'importe qui a décidé, tout cela, naturellement, pourrait buter l'accord contre, je dirais, un mur insurmontable. Pour l'instant, la position de la France et de l'Angleterre sont des positions plus dures que les positions américaines. Et en fait, si on n'arrive pas à s'entendre entre Américains et Français, je pense qu'il y aura une difficulté à s'entendre avec les Iraniens. Quels sont les autres points d'achoppement à une semaine de la date butoir? Alors, on n'a toujours pas d'accord concernant le nombre des centrifugeuses. On n'a toujours pas d'accord concernant la finition du matériel nucléaire iranien. Qu'est-ce qui se passe avec? Qui va s'en occuper? L'inspection des sites militaires, donc c'est l'enregistrement de l'uranium. Tout ça sont des sujets qui n'ont pas été, je dirais, discutés à fond. Et il n'y a pas d'accord pour l'instant là-dessus. 8 jours, c'est très court. Pour d'énormes dossiers, finalement. Ce sont tous les points cruciaux. Mais simplement, je tiens à vous dire que ce qui se passe actuellement à Genève, concernant les discussions avec l'Iran, a une répercussion directe sur ce qui se passe en Arabie Saoudite. La preuve, les Saoudiens ont signé la semaine dernière un accord avec les Russes portant sur la construction de pas moins que de 16 sites nucléaires en Arabie Saoudite. Alors, précisément, un accord qui a des répercussions sur l'ensemble de l'équilibre régional. Vous parlez de l'Arabie Saoudite, qui est finalement un fidèle allié d'Israël. Dans ce dossier, vous faisiez partie d'une délégation israélienne qui a rencontré il y a 2 semaines à Washington une délégation saoudienne. Quel était l'objet de cette rencontre? Alors, en premier lieu, naturellement, c'est d'exprimer devant l'opinion publique américaine l'accord qu'il y a entre nous et les Saoudiens concernant le régime hégémonique iranien, concernant la menace iranienne et surtout, je dirais, la menace nucléaire iranienne sur la région. Et là, on est arrivé, je dirais, il y a un accord au moins théorique entre nous et les Saoudiens. Et de fait, il y aurait une possibilité de coopération dans le futur concernant je dirais, une attitude unique. Et une exigence, pour finir rapidement, de compensation américaine? Il y aura une exigence des deux côtés. Vous restez avec nous, Jacques. Précisément, il est question de l'Arabie Saoudite dans ces dernières révélations exactement de Wikileaks. Les câbles diplomatiques saoudiens ont été divulgués, Cyril. Saudi Cables, les câbles saoudiens, c'est l'intitulé de la nouvelle livraison de Wikileaks. 70 000, Barbara, c'est le nombre de télégrammes divulgués ce week-end par Wikileaks. Dans les semaines prochaines, il y en aurait plus d'un demi-million. C'est énorme. Voilà donc l'Arabie Saoudite mise à nu par le site d'alerte de Julian Assange. Alors, qu'est-ce que ces documents mettent en lumière? Alors, plusieurs choses, évidemment. On a parlé de la rivalité, la grande rivalité entre les deux ennemis jurés, qui sont l'Arabie Saoudite sunnite et l'Iran chiite. L'aide de la famille royale saoudienne
aux rebelles syriens et à Hosni Moubarak, à l'Égypte de Hosni Moubarak. Et puis d'autres curiosités comme ce câble, vous allez le voir, qui révèle qu'un des fils d'Oussama Ben Laden, Abdallah, aurait réclamé aux États-Unis un certificat de décès de son père, tué, je vous le rappelle, donc en 2011 par les forces américaines au Pakistan. Alors ces câbles diplomatiques mettent également en avant, on en parlait il y a un instant, les relations entre Jérusalem et Riyad. Absolument, ce câble, vous allez le voir, date du 14 août 2008. Il porte la mention classé très urgent. Et voilà que le ministre saoudien des Affaires étrangères avertit son ambassadeur à Washington que des dizaines d'étudiants saoudiens, mais également d'autres pays du Golfe, ont visité l'ambassade d'Israël. Et oui, dans la capitale américaine, c'était dans le cadre d'un programme de leadership international. Alors, on l'a dit avec Jacques, depuis plusieurs années, les intérêts finalement sont similaires entre l'Arabie saoudite et Israël. Voilà, l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Est-ce que l'adage se prête à cette nouvelle alliance stratégique donc entre l'Arabie saoudite et Israël contre le régime d'Oman? C'est que on a là les deux plus grands farouches détracteurs du programme nucléaire iranien. Ils ne voient pas d'un très bon œil ni à Jérusalem ni à Riyad les velléités des ayatollahs dans la région, israéliens et saoudiens, qui sont exaspérés par la détente entre Washington et Téhéran, mais qui, même s'ils ont dénoncé à voix haute la faiblesse de Barack Obama, semble-t-il, n'arriveront pas à enrayer un probable accord d'ici la fin du mois de juin à Vienne. Alors dans la balance entre inimitié diplomatique et réel politique, le choix visiblement est fait. Si l'accord était signé, ce nouvel axe entre Riyad et Jérusalem pourrait mettre au point un plan de crise. On se souvient qu'en 2013, Barbara, les médias israéliens révélaient déjà une rencontre secrète au plus haut niveau entre les chefs des services secrets des deux pays. Et puis dans la foulée, c'était le Sunday Times qui faisait allusion à une possible ouverture du territoire saoudien à l'armée de l'air israélienne pour frapper les sites nucléaires iraniens. Un plan de crise commun, mais la menace iranienne qui plane sur Israël et l'Arabie saoudite n'est pas seulement nucléaire. Oui, c'est pas seulement le programme nucléaire, c'est aussi toute la stratégie d'encerclement iranien autour de l'Arabie saoudite et autour d'Israël. Vous allez le voir, on se souvient, c'est l'actualité brûlante, l'encerclement iranien au Yémen, avec cette rébellion houthi, l'insurrection chiite réprimée dans le sang, on s'en souvient, à Bahreïn, le gouvernement chiite en Irak, et puis idem autour d'Israël, avec notamment le soutien militaire mais aussi logistique du régime iranien au Hezbollah, mais également au Hamas dans la bande de Gaza. Alors ça serait pas la première fois, et je parle sous le contrôle de Jacques Neria, que Israël et l'Arabie saoudite, en tout cas en croire les indiscrétions de la presse, que Israël et l'Arabie saoudite coopèrent. Dans les années 60, ils avaient coopéré pour lutter contre la politique expansionniste de Nasser, et c'était au Yémen dans les années 60. Une alliance ad hoc ou une amitié de longue durée, wait and see. En tout cas, ça pourrait ressusciter peut-être l'initiative de paix saoudienne proposée en 2012 lors de la Ligue 2002, pardon, merci. C'était lors d'un sommet de la Ligue arabe et qui prévoit, vous le savez, une normalisation entre Israël et les pays arabes en échange d'un retrait total d'Israël des territoires palestiniens. Le jeu en vaut peut-être la chandelle pour les deux pays. Une coopération en tout cas de plus en plus ouverte, de moins en moins secrète. Merci Cyril. Retour en Europe où quelques jours après la manifestation de soutien aux migrants à Paris et Londres, notamment ce week-end, l'Union européenne a lancé hier une nouvelle mission militaire dans le but de lutter contre les trafics de migrants, toujours en forte hausse. Ce lundi, lors de sa réunion mensuelle au Luxembourg, l'Union européenne a décidé de lancer une mission navale de lutte contre le trafic de migrants en Méditerranée. Les migrants sont au cœur des discussions européennes depuis déjà quelques semaines. Plus de 57 000 migrants et demandeurs d'asile ont été secourus en mer depuis le début de l'année 2015. La décision a été prise par les chefs de la diplomatie de l'Union européenne et l'idée de cette mission est née après la mort de 900 personnes dans le naufrage d'un chalutier au large de la Libye à la mi-avril. La chef de la diplomatie européenne se félicite de cette nouvelle opération. C'est probablement la première fois que l'Union européenne prend aussi sérieusement et aussi rapidement la question des migrants, à l'unisson et avec unité. Baptisée UE-NEFOR-MED, cette mission navale sera mise en place à partir de la semaine prochaine. Ayant un QG basé à Rome, l'opération sera limitée dans un premier temps à la surveillance des réseaux de passeurs. Je vous le dis clairement, les cibles ne sont pas les migrants, mais ceux qui gagnent de l'argent sur leur vie, et trop souvent sur leur mort. Cette première phase de l'opération commencera à être mise en œuvre dans les jours à venir, à savoir une collecte d'informations et des patrouilles en haute mer pour aider à la détection de réseaux de passeurs.
Cette mission de lutte de trafic de migrants est censée permettre de détruire les embarcations utilisées par les trafiquants près des côtes libyennes. Mais en l'absence d'une résolution du Conseil de sécurité autorisant l'usage de la force dans les eaux territoriales libyennes, l'UE NetForMid restera très limitée. Voilà, tout autre chose. À présent, la superstar Taylor Swift prouve une fois encore son emprise sur le monde musical. La chanteuse américaine est parvenue à faire plier Apple. Le géant américain a cédé après avoir été menacé de boycott par la reine de la pop, Julia Ganantia. Apple n'a pas tardé à réagir. Alors que la star américaine Taylor Swift boycottait le nouveau service de streaming d'Apple, le géant de la musique en ligne a fait marche arrière. Apple, qui doit lancer le 30 juin un service de musique en ligne, a décidé de revenir sur sa décision de ne pas reverser les droits des auteurs durant la période d'essai de 3 mois, gratuit, réservée aux nouveaux abonnés. Taylor Swift s'était insurgée contre cette décision. La chanteuse, dont l'album 1989 figurait en tête des ventes aux États-Unis l'an passé, avait adressé une lettre ouverte à Apple depuis son compte Tumblr. Elle avait également retiré son album de l'Apple Music. Le 8 juin à San Francisco, le directeur général d'Apple avait annoncé pendant sa présentation que les 3 premiers mois d'essai seraient gratuits. Mais ce que la firme n'avait pas indiqué à ce moment-là, c'est que les artistes ne seraient pas payés non plus durant la période. Aujourd'hui, nous annonçons Apple Music, le futur de la musique. Et je sais que vous allez aimer ça. Ça va changer pour toujours votre façon de vivre la musique. Quelques jours après l'annonce, des premiers bruits se faisaient entendre au sujet de tensions qu'Apple n'arrivait pas à résoudre. Et pour cause, un nombre croissant de labels indépendants et d'artistes protestaient contre une décision unilatérale qu'ils estimaient injuste. Désormais, la polémique est close et avec son nouveau service de streaming, Apple espère devenir le numéro 1 de la musique en ligne. Sauf qu'il devra prouver sa valeur ajoutée comparée aux concerts d'offres déjà proposés par Spotify, YouTube, Deezer et autres Pandora. Voilà, et avant de se quitter pour un nouveau journal, une info cinéma à ne pas rater avec vous, Laetitia. Il s'agit d'un record de tous les temps, la bande-annonce la plus visionnée de l'histoire de YouTube en 24 heures. Il s'agit de quelle bande-annonce? De Star Wars épisode 7, The Force Awakens. Ça sort dans 6 mois et pourtant voilà que ça rentre dans le Guinness Book des records. Si vous n'avez pas vu cette bande-annonce, je vous propose de la regarder en images tout de suite. My father has it. I have it. My sister has it. You have that power too. Alors en chiffres, le record, ça donne quoi? Ça donne 30,65 millions de visionnages en seulement 24 heures. Aujourd'hui, on est passé à 54 un peu plus de 54 millions de vues. On l'a vu, la bande-annonce nous révèle le retour d'Harrison Ford dans son rôle de Han Solo et avec son acolyte Chewbacca, qui est l'un des personnages préférés des fans de la saga intergalactique. On voit aussi un masque, celui de Dark Vador. Voilà, l'effet médiatique engendré par cette vidéo est tel que la chaîne YouTube de Star Wars a plaisanté en écrivant comme commentaire: plus que 200 jours avant le réveil de la Force, combien de temps avant que nous ayons à faire du camping devant les salles de cinéma? Voilà, un petit peu de patience, dans 6 mois ça sortira. Largement attendu. On parle d'un autre record pour finir, c'est pour le film d'animation Vice Versa. Tout à fait, on en a beaucoup parlé du nouveau film de Pixar. Et bien voilà, il a brisé le record d'un lancement d'un titre original aux États-Unis. Il avait déjà été encensé par la critique partout dans le monde. On a parlé d'une nomination aux Oscars aussi. Voilà qu'il devient le premier film n'étant pas adapté d'un personnage déjà connu, comme peut l'être Harry Potter, à battre Avatar et à atteindre les 91 millions de dollars de recettes en un premier week-end aux États-Unis. Dans le monde, Vice Versa a déjà récolté 132 millions de dollars de recettes. C'est un vrai record, même si ça ne dépasse pas
tout de même les dinosaures de Jurassic World. C'est un beau succès, merci Laetitia. À suivre après un nouveau journal, on revient sur cet incident dans le Golan israélien hier soir. Un blessé syrien a été tué alors qu'il était transporté dans une ambulance israélienne à coups de pierre par des Druzes très en colère. On y revient après un nouveau journal avec Eleanor Veil. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On revient sur cette information, ce drame hier soir dans le nord d'Israël. Deuxième incident de ce genre en quelques heures, mais cette fois le bilan est sans appel. Un blessé syrien évacué par Israël a été tué lorsque l'ambulance qui le transportait a été attaquée à coups de pierre par des Druzes israéliens dans le Golan. Explication, Solal Azerwal. Dans le Golan, des jets de pierre sur une ambulance. À bord du véhicule militaire, 2 rebelles syriens et quelques soldats israéliens. Selon un communiqué de la police israélienne, l'un des blessés syriens qui s'y trouvait est mort des suites de l'attaque. L'autre blessé, transporté par l'armée israélienne, est grièvement blessé. C'est la seconde attaque perpétrée par des Druzes sur un véhicule militaire en moins de 24 heures. Pourquoi tirer sur une ambulance? Parce qu'après 4 années de guerre civile syrienne, la communauté druze veut sauver les siens coûte que coûte et souffre de ne pas pouvoir intervenir. Il y a 2 heures, un groupe provenant d'un village druze voisin a attaqué une ambulance qui transportait 2 blessés du front syrien et quelques soldats de Tsahal. Selon moi, ils ont franchi la limite. Dorénavant, la police et l'armée israélienne devront assurer la sécurité des déplacements depuis la frontière syrienne jusqu'aux hôpitaux israéliens. Le commandement druze à la frontière et dans le Haut-Golan doit prendre ses responsabilités et contrôler la situation parce que cela affecte dramatiquement la lutte des Druzes de l'autre côté de la frontière. Des 2 côtés du Golan, la communauté druze souffre de son statut. En Syrie, cette minorité musulmane hétérodoxe, fidèle à la famille Assad, représente environ 3% de la population. Elle est donc une cible privilégiée des rebelles syriens, y compris des groupuscules terroristes. Côté israélien, Binyamin Netanyahou a vivement réagi. Il promet de punir les responsables de cette attaque et qualifie l'incident de très grave. La ligne officielle de l'État juif est claire. Depuis le début de la guerre civile, plusieurs centaines de Syriens blessés ont été soignés en Israël. Et on vous retrouve Maxime Perez en direct depuis le Golan israélien. Bonjour, est-ce que la tension est toujours de mise dans ce secteur où vous vous trouvez? Oui, on peut dire que la communauté druze reste en colère contre Israël après cet incident qui pourrait être indicateur d'autres incidents à suivre. En tout cas, c'est un nouveau type de débordement du conflit syrien auquel doit faire face Israël. Et nous nous trouvons actuellement dans la petite localité israélienne de Neve Ativ, à seulement 3 km de la frontière, 3 km de cette localité druze de Majd el-Tsam, d'où est arrivée hier soir une foule en colère qui a poursuivi pendant de longues minutes une ambulance avant de lui tenir véritablement une embuscade. Ici même, vous pouvez voir derrière moi les signes du lynchage de cette attaque, des taches de sang au sol, des débris de verre, de cette ambulance littéralement prise au piège. Les passagers de cette ambulance ont été molestés, y compris les soldats israéliens, même s'ils n'ont été que très légèrement atteints. En revanche, les blessés syriens qui se trouvaient à l'arrière de l'ambulance ont été très durement touchés. L'un d'entre eux a immédiatement succombé à ses blessures avant même de pouvoir être évacué en hélicoptère vers un hôpital israélien. Et un second blessé syrien a été très grièvement blessé. Il se trouve dans un état critique. Maxime, pourquoi ces Druzes s'en prennent-ils si violemment à ces blessés syriens? Eh bien, ils dénoncent ce pacte de non-agression qui serait en vigueur à la frontière entre Israël et la Syrie, avec une partie de la rébellion syrienne avec qui l'armée israélienne aurait trouvé un terrain d'entente, à savoir n'attaquez pas le territoire israélien. Et en contrepartie, eh bien, nous vous proposons une assistance humanitaire, nous vous proposons de la nourriture, des médicaments, et nous prenons soin de vos blessés. Quand il y a des combats de l'autre côté de la frontière, c'est ce qu'il se passe depuis maintenant quelques années. C'est cette règle qui est en place à la frontière israélo-syrienne, sauf que côté druze, on estime que l'armée israélienne porte
ne portent pas tout à fait assistance à des factions modérées de la rébellion syrienne, mais tout simplement à des organisations beaucoup plus radicales comme le Front Jabhat al-Nusra, qui est tout simplement une organisation djihadiste, l'émanation syrienne d'Al-Qaïda. Maxime, face à ces incidents, est-ce qu'Israël pourrait revoir cette politique d'évacuation de blessés, cette politique humanitaire à ces évacués de Syrie ? Ouais, c'est un véritable dilemme qui est posé aux autorités israéliennes qui doivent ne pas négliger cet équilibre qui est en place depuis la création de l'État d'Israël avec la communauté druze, même si la situation est quelque peu différente sur le plateau du Golan où les citoyens druzes ont décidé de garder la nationalité syrienne. Ils restent attachés au régime d'Assad, mais il y a ce mouvement de solidarité qui arrive des Druzes de Galilée, des Druzes israéliens qui estiment qu'ils veulent pousser le gouvernement israélien à changer de politique. Mais si Israël décide en effet de changer de politique à l'égard de la rébellion syrienne le long de la frontière avec la Syrie, eh bien, ces groupes rebelles syriens pourraient eux aussi décider de changer d'optique et pourquoi pas de mener des attaques contre Israël si l'armée ne lui venait pas en aide. Voilà, et dans ce contexte, Maxime, pour finir, on note une première réaction officielle du régime syrien à cet incident côté israélien de la frontière. Oui, le régime d'Assad, il fallait s'y attendre à saluer en héros les assaillants de cette ambulance qui transportait donc des blessés syriens. Il faut savoir que l'armée syrienne multiplie les appels du pied à l'encontre de la communauté druze, y compris sur le plateau du Golan. C'est aussi un message intérieur au moment où l'armée syrienne manque d'effectifs et cherche à enrôler la communauté druze au sein de ces troupes qui sont engagées dans plusieurs fronts en Syrie. C'est un choix que pour l'instant refusent les Druzes de Syrie, notamment sur la partie syrienne du plateau du Golan, parce qu'ils considèrent qu'ils sont utilisés comme de la chair à canon par le régime syrien. Et la seule condition qu'ils accepteraient pour s'enrôler dans l'armée syrienne, ces Druzes, c'est tout simplement de rester localisés dans la région frontalière d'Israël, dans la province de Quneitra, autour de leur village, pour justement tenter de repousser les djihadistes et les autres factions rebelles qui tenteraient de leur porter atteinte. Maxime Pérez, depuis Nevativ dans le Golan, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous continuez évidemment de nous tenir informés de tout autre développement. Il est l'heure à présent de jeter un coup d'œil aux grands titres des journaux du Moyen-Orient. Ce matin, Cyril, on démarre par la presse israélienne qui revient largement sur le rapport de l'ONU sur le dernier conflit à Gaza. Oui, dans l'ensemble, Barbara, la presse israélienne fustige ce matin les conclusions du rapport. Un rapport de l'hypocrisie selon le tabloïd populaire Yediot Aharonot qui voit une méga supercherie des Nations Unies. Pour sa part, le journal conservateur Israel Hayom dénonce ce matin sévèrement la partialité d'une commission des droits de l'homme, rebaptisée ce matin par le journal en commission des droits, non pas de l'homme, mais du terrorisme. Fin de citation. Accusé dans un même souffle Israël et le Hamas de crimes de guerre, c'est tout simplement révoltant, écrit Dan Margalit dans les colonnes du quotidien conservateur, car comparaison n'est pas raison, renchérit Nahum Barnea dans le Yediot. Des crimes de guerre, d'accord, mais des crimes de guerre par rapport à qui? Par rapport à quoi? À ceux commis par la Russie en Ukraine, ou à ceux commis par les États-Unis en Afghanistan, ou encore ceux commis par la Chine au Tibet. Une politique des deux poids, des mesures dénoncée donc par Nahum Barnea ce matin dans le Yediot. Au théâtre de l'absurde, écrit Herb Kainon dans le quotidien israélien en langue anglaise Jérusalem Post, eh bien la tragédie s'est transformée en farce. Pour trouver un autre son de cloche, Barbara, dans la presse israélienne, il vous faudra lire ce matin le Maariv. Non, les dés ne sont pas pipés, assure Ben Caspit, la grande plume du quotidien de centre droit, qui estime que contrairement au dernier rapport des Nations Unies, le rapport Goldstone, publié en 2009, eh bien le rapport est équilibré. Pour le journaliste, les réactions de la classe politique israélienne sont disproportionnées, elles frôlent même le ridicule et elles semblent avoir été rédigées bien avant même l'apparition du document. Et puis pour le quotidien de gauche Haaretz, crier à l'injustice, voire accuser l'ONU d'antisémitisme serait tout simplement une grave erreur. Il faut au contraire, écrit Amos Harel,
enquêter et vite. Il faut que les autorités israéliennes enquêtent et rapidement pour éviter que les conclusions du rapport ne soient portées devant le tribunal de La Haye. Israël, écrit Harel, a été pris à son propre piège. À force de répéter que Tsahal est l'armée la plus morale du monde, à force de ne pas vouloir coopérer avec la Commission des droits de l'homme, eh bien Israël pourrait se retrouver plus vite que prévu sur le banc des accusés au tribunal de La Haye. D'ailleurs, ce rapport Barbara, il renforce, selon le Haaretz, le camp de La Haye, du côté, lapsus révélateur, du côté palestinien, des Palestiniens qui, depuis 10 ans, appellent à saisir la Cour pénale internationale et à abandonner les pourparlers avec Israël, vont à présent avoir le vent en poupe après la publication de ce nouveau rapport. Alors justement, côté palestinien, dans les journaux palestiniens, on en dit quoi ce matin de ce rapport? Alors dans la presse palestinienne, on fait comme si que le rapport ne condamnait pas évidemment le Hamas. On se félicite surtout la condamnation d'Israël. Le Hamas salue, Israël condamne. Voilà le titre choisi ce matin par nos confrères palestiniens du quotidien Félestine qui paraît à Gaza. Pour le journal pan-arabe Al-Quds Al-Arabi, Israël est passé de la défense à l'attaque en accusant la commission d'être partiale. Et on ferme, Cyril, avec cette info de la presse israélienne sur une nouvelle normalisation entre Israël et la Turquie. Oui, cette fois-ci sera peut-être la bonne, écrit le Times of Israel qui révèle ce matin, à l'unisson avec l'ensemble des journaux israéliens, 7 rencontres secrètes tenues à Rome par Dori Gold, c'est le tout nouveau directeur général du ministère des Affaires étrangères israélien. Dori Gold qui a rencontré Feridun Hadi, son homologue turc, après plus d'1 an de gel. Les discussions qui reprennent donc pour remettre sur les rails des relations qui avaient été pourries, je vous le rappelle, notamment par l'affaire de la flottille turque, le Marmara, et par les diatribes anti-israéliennes du président Erdogan. Le revers cuisant du président turc aux dernières élections législatives y est peut-être pour quelque chose. Merci Cyril. Allez, un mot de ce tweet qui a fait le tour du monde en quelques heures. Un tweet sous forme de plaisanterie, mais qui a failli provoquer une énième crise diplomatique entre Israël et les États-Unis. L'épouse du vice-premier ministre israélien, Silvan Shalom, s'est permis une plaisanterie douteuse à caractère presque raciste visant Barack Obama. Explication, Maël Benoliel. 46 caractères qui ne passent pas. Ce dimanche, l'épouse du ministre israélien de l'Intérieur, Silvan Shalom, Judy Shalom Nir Moses, a fait une blague de mauvais goût sur son compte Twitter. Une publication visant directement le président américain Barack Obama, qui n'a pas du tout fait rire les internautes et qui intervient quelques jours après qu'un attentat raciste a fait 9 morts à Charleston, dans le sud des États-Unis. Savez-vous ce qu'est le café Obama? Noir et faible. Très vite, la blague raciste de Judy Shalom Nir Moses aux 75 000 abonnés Twitter fait polémique. La vague d'indignation et de critiques qui s'ensuivent la pousse à effacer le tweet incriminé avant de présenter dans la foulée ses plus plates excuses en 3 tweets. Je présente mes excuses. C'était une blague idiote que quelqu'un m'avait racontée. Président Obama, je n'aurais pas dû relayer cette blague inappropriée. J'aime les gens, quelle que soit leur race ou leur religion. Désolée si j'ai blessé qui que ce soit, j'espère que je vais rester mariée une fois que mon mari aura atterri et qu'il entendra parler de ce que j'ai fait. Un dernier tweet en forme de boutade qui n'a pas dû échapper à Silvan Shalom, qui se trouve être aussi le ministre en charge des relations entre Israël et les États-Unis dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il faut dire que Judy Shalom Nir Moses, issue de la famille propriétaire du quotidien à grand tirage Yediot Ahronot, est très active sur les réseaux sociaux, en commentant de façon très directe un certain nombre de questions sociales et politiques en Israël. Elle anime aussi une émission de radio quotidienne et participe régulièrement à des émissions télévisées. Toujours en Israël, en économie cette fois, le pays se tourne plus que jamais vers l'Asie et notamment la Chine. Mais contrepartie de ces échanges, eh bien, les Chinois investissent eux aussi de plus en plus dans les entreprises israéliennes. Est-ce un bien ou un mal? Élément de réponse signé Joseph Emmanuel. La Chine est-elle en train de racheter Israël? Plus de 56% d'augmentation des investissements chinois dans les startups israéliennes en 2015. Un chiffre phénoménal pour un total de près d'1 demi-milliard de dollars de financement. L'immense République populaire de Chine et le tout petit État d'Israël s'entendent bien et n'hésitent pas à le montrer. Des géants mondiaux comme Baidu ou encore Alibaba misent désormais sur la technologie israélienne. Mais au-delà des partenariats, c'est le rachat par la Chine d'entreprises israéliennes d'État qui inquiète certains observateurs.
Le récent rachat d'un pourcentage important de la société de produits laitiers Tnuva avait fait grand bruit en Israël. Aujourd'hui, le gouvernement israélien est sur le point de mener une vente éclair de plusieurs de ses entreprises et les investisseurs chinois sont déjà prêts à dégainer des offres difficiles à refuser. En février dernier, le cabinet du Premier ministre a approuvé la proposition de vendre l'entreprise électrique d'Israël, les chemins de fer d'Israël, les industries aérospatiales d'Israël ou encore la Poste d'Israël. Des ventes qui font croire à certains que les Israéliens sont devenus naïfs en matière économique, mais il n'en est rien. Une compagnie vendue n'appartiendra à l'acheteur qu'à 49% maximum, mais il est clair que celui qui achète une grande part de ces entreprises aura son mot à dire dans sa gestion. Les Chinois sont d'ailleurs très clairs depuis les premières discussions. Ils exigent d'être impliqués dans le processus de décision ainsi que dans la mise en place des politiques de gestion des entreprises. Les conditions pour faire des affaires entre les deux États sont donc nombreuses, mais les choses se font. Une histoire d'amour entre la Chine et Israël qui pousse les grands patrons chinois à faire part de leur estime comme de leur respect pour l'histoire juive, ancienne comme moderne. À l'heure où l'antisémitisme explose en Europe comme ailleurs dans le monde, les Chinois affichent une sympathie vigoureuse pour les Juifs et pour Israël, peut-être un nouvel allié de poids pour l'État hébreu dans les affaires d'un monde en constant changement. Et on se quitte pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après, c'est une mauvaise nouvelle pour McDonald's. Pour la première fois depuis 40 ans, le nombre de ces restaurants sur le territoire américain diminue. La chaîne va cette année fermer plus d'emplacements qu'elle ne va en ouvrir. On vous dit pourquoi après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Ce sera dans 2 petites minutes. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On ouvre une page cinéma. Le réalisateur israélien Moshe Mizrahi va bientôt voir l'un de ses films les plus controversés projetés pour la première fois en Israël dans sa version colorisée. Ce film de 1970 n'avait pas été autorisé pendant plus de 30 ans car il évoque un sujet tabou, la présence d'un ancien nazi en Israël. Shahar Peled avec Maël Benoliel. Israël 1970, le jeune cinéaste Moshe Mizrahi réalise son premier long métrage en choisissant un thème plutôt controversé. Il s'agit de la difficulté d'accepter l'idée, bien que cela ait été largement documenté à cette époque, qu'un criminel de guerre nazi puisse venir se cacher en Israël. Le client de la morte saison sera nominé aux Golden Globes Awards et à la Berlinale 1970, mais il sera banni des salles obscures israéliennes. En 1970, 20 ans après la création d'Israël, la Shoah était encore un sujet sensible. Cette histoire d'un chef de camp de concentration allemand déguisé en juif était inspirée de faits réels, mais je pense que les gens préféraient penser à autre chose. Né en Égypte, élevé en Israël et ayant fait carrière en France, Moshe Mizrahi a su puiser dans son multiculturalisme pour réaliser son premier film qui sera projeté pour la première fois en Israël au festival du film Cinema South. Quand j'ai compris la valeur du trésor que j'ai trouvé, le festival a décidé de financer la restauration de la pellicule. Moshe est allé lui-même en salle de montage pour recoloriser le film. Comme je n'avais pas vu le film depuis près de 50 ans, j'étais un peu préoccupé. Est-ce que j'allais me rappeler des couleurs de l'époque où j'ai tourné le film ? Mais Moshe Mizrahi a parfaitement reconstitué les couleurs vives des lattes des années 70. Une oasis à l'époque isolée, devenue aujourd'hui zone hôtelière très prisée des touristes. Le film annoncera le début d'une carrière internationale pour Mizrahi, marquée par 2 nominations consécutives aux Oscars pour ses productions israéliennes. J'ai dû attendre 3 ou 4 ans pour arriver à Hollywood avec un film français et remporter un Oscar. Âgé de 84 ans, Mizrahi est à ce jour le seul Israélien à détenir la statuette d'or. C'est lui aussi qui a réussi à convaincre un jeune acteur américain, un certain Tom Hanks, alors en début de carrière, à venir jouer dans un film israélien intitulé Every Time We Say Goodbye.
C'est moi qui lui ai fait confiance. Je savais qu'il pourrait tenir des rôles romantiques, ce qui lui a permis de faire des films plus sérieux comme Forrest Gump ou Philadelphia. Mizrahi aura laissé une empreinte indélébile dans le cinéma français et israélien. Bien qu'il ait déjà dépassé l'âge de la retraite, il continue d'enseigner son art. Pour lui, il n'y a pas de bonne histoire sans un bon dénouement. Oui, non, mais... Voilà, et en cinéma, toujours une très mauvaise nouvelle qui vient de se produire, Laetitia. Oui, on l'a pris ce matin, on va écouter quelques secondes de ce thème que vous connaissez probablement. Eh bien oui, le compositeur de Titanic, James Horner, nous a quittés. On l'a appris ce matin. Il avait notamment remporté 2 Oscars pour la bande originale de Titanic. Il est décédé à l'âge de 61 ans. Selon le Hollywood Reporter, il pilotait un avion et est mort donc dans le crash de cet avion qu'il pilotait. Il a composé 3 des films de James Cameron, remporté donc 2 Oscars pour Titanic, je l'ai dit, et composé notamment les bandes originales d'Avatar, de Apollo 13, de Beautiful Mind, Alien ou encore Braveheart, mais c'est avec My Heart Will Go On de Céline Dion que son nom est devenu grand public. Donc voilà, hommage à cette grande perte pour le cinéma mondial. Voilà, James Horner qui est mort dans un crash d'avion à l'âge de 61 ans. Autre mauvaise nouvelle pour le cinéma italien. Oui, c'est arrivé hier. Laura Antonelli, l'actrice italienne, nous a elle aussi quittés à l'âge de 73 ans des suites d'une crise cardiaque. C'était l'ex-compagne de l'acteur français Jean-Paul Belmondo. Elle était surtout connue pour ses rôles sexy dans les comédies italiennes des années 60. Puis elle a travaillé avec les plus grands noms du cinéma, notamment Visconti, Ricci, Scola ou encore Luigi Comencini. Jean-Paul Belmondo a lui très vite réagi dans un communiqué de l'AFP déclarant qu'elle fut également une partenaire de grande qualité que tout le monde appréciait sur les plateaux et qu'il ne peut garder d'elle que des merveilleux souvenirs. Ils ont été partenaires à l'écran, notamment dans Les Mariés de l'an 2. On va se rappeler en quelques images de Laura Antonelli. Tu sei come tutti i mariti borghesi che affollano questo mondo, mio caro, e giurano all'amante di non avere rapporti con la moglie e alla moglie giurano di non avere un amante. Sono meschinerie che rifiuto. Giuliana, che succede? Bravo, aiutami. Lascia pure che facciano i loro commenti. Non farti commiserare. Non accettare neanche per un attimo il ruolo della povera moglie tradita e abbandonata. Sei qui per dimostrare il contrario. Langue chaudredi. Voilà, dernière nouvelle cinéma plus légère. Pour terminer aujourd'hui, c'est Mission Impossible qui s'offre une nouvelle bande-annonce quelques semaines à peine avant sa sortie. Tout à fait. Tom Cruise a beau avoir 52 ans, il pète la forme. Il joue d'ailleurs dans un 5e Mission Impossible, donc comme vous l'avez dit, qui sort cet été. Ça s'appelle Rogue Nation et il s'offre ce tout dernier trailer, cette bande-annonce. Et dans ce nouvel épisode, Ethan Hunt, donc ce rôle qu'interprète Tom Cruise, sera confronté au syndicat, une organisation ultra secrète définie comme une agence anti-Mission Impossible. Mais bon, comme tous les agents secrets du cinéma, ces méchants ne sont pas très soucieux du secret puisqu'ils font tout exploser pour tuer tous les héros. Bref, promesse de ce film qui nous semble tenu, nous en mettre plein la figure à travers la figure d'un Tom Cruise qui effectue ses cascades lui-même, on le rappelle tout de même. Tom Cruise qui est d'ailleurs au cœur d'une polémique pendant ce tournage. Dû à ces cascades qu'il fait lui-même, puisqu'il a prétendu avoir retenu sa respiration pendant 6 minutes. C'est dans cette scène où il est censé nager à travers 260 000... 6 minutes d'apnée. Voilà, à travers 260 000 litres d'eau pressurisée. Je fais 12 très facilement, je ne vois pas pourquoi il ferait pas 6. Dans la baignoire. Alors, est-ce qu'il est apnéiste professionnel, Tom Cruise? Est-ce que c'est un surhomme? Est-ce qu'il s'est finalement noyé et que c'est un surrogate ou mythomane? Voilà, la réponse, on la verra le 12 août au cinéma et vous en jugerez vous-même. Voilà, Mission Impossible qui sort cet été. Merci Laetitia. Ce portrait à présent d'une pure légende musicale. À 81 ans, c'est un virtuose de l'oud. Il est né à Bagdad et a migré en Israël. Il a consacré sa vie à tenter d'imposer la musique arabe dans le pays. Le récit de Daniel Campos avec Sandy Fortis.
technique et sa vitesse sont impressionnantes, tout comme la flexibilité de ses doigts. À 81 ans, Baroum Ezra est l'un des compositeurs et virtuoses de oud les plus chevronnés d'Israël. Il ne joue pas seulement les grands classiques moyen-orientaux, il arrange et adapte aussi de la musique classique pour le oud, Brahms, Ravel, Baroum peut jouer de tout. Né en Irak en 1934, il a passé son enfance entre Bagdad et Bassora. Sa vie prend un tournant amer 10 jours à peine après sa naissance, lorsque sa mère décède suite à des complications durant l'accouchement. Pour lui, la musique est un moyen d'expression. Tout a commencé par de la simple jalousie. Un jour, mon frère a reçu un violon, alors j'en ai voulu un aussi, mais à la place, j'ai reçu un oud. Les techniques de base, c'est en Irak qu'il les a apprises auprès de son mentor, le musicien Ezra Yamin. Ses souvenirs d'une enfance heureuse en Irak prennent fin en 1951. Nos derniers jours en Irak, eh bien, la situation n'était pas bonne pour les Juifs. Des lois révoquant notre nationalité sont passées et nous avons reçu un avis de déportation. C'était simple, un aller sans retour, loin de l'Irak. Loin de conserver la moindre rancune contre son pays natal, Baroum aspire à retourner un jour en Irak. J'ai pu aller en Égypte avec le violoniste égyptien Félix Mizrahi. Nous y avons rencontré Fouad El Mohandes, un acteur très célèbre là-bas. C'était une très belle expérience. هكذا يعبر أبو فريد عن فرحة السلام في كلماته وبرهوم في ألحانه ورافي بغنائه. Inspiré par le processus de paix entre Israël et l'Égypte, Baroum compose alors la musique d'Ali Salam. Un hymne de paix joué pour Anwar Sadat lors de son arrivée en Israël. Encouragée par les partisans de Sadat dans les médias, la chanson a même été diffusée à la radio en Égypte. C'était pendant la période de normalisation. Sadat avait ouvert la porte à une coexistence avec le peuple juif. C'était une belle époque. Une époque nostalgique pour Baroum. Mais pour Baroum, la musique, c'est aussi l'identité. J'ai toujours eu la position ferme qu'Israël est un pays oriental, un pays moyen-oriental. Aujourd'hui, malgré son âge, Baroum fait son entrée sur les réseaux sociaux. Il apprend à télécharger ses vidéos sur YouTube, parvient à communiquer avec le monde arabe et gagne des milliers de nouveaux fans. Il est aussi le visage de la société Arab Instruments. Voilà, et on va terminer avec un mot d'économie et de grande consommation. Pour la première fois depuis 40 ans, eh bien, le nombre de restaurants McDonald's sur le territoire américain va diminuer, Rudy. Je vois votre désarroi, mais quand même, il faut vraiment modérer cette nouvelle, parce que déjà, il faut expliquer en quoi consiste cette baisse très concrètement. Alors, dans les faits, la chaîne va cette année fermer plus d'emplacements qu'elle va en ouvrir. Donc, c'est un événement, puisque depuis sa création, en 1955, le nombre de restaurants de la chaîne n'a fait qu'augmenter. Alors, il faut pondérer cette nouvelle, car si le nombre va diminuer donc de très peu aux États-Unis, on va quand même avoir droit à 300 nouveaux restaurants de par le monde, ce qui va porter le nombre de restaurants à 36 300 restaurants McDo dans le monde. Et McDo ne cesse de progresser, par exemple en France, avec 4,8% au dernier semestre 2014. Donc c'est une mauvaise nouvelle aux États-Unis, mais on va quand même essayer de l'expliquer. Alors justement, comment vous expliquez ce désamour des Américains pour le fast-food ultime? Il suffit de voir ça, un Big Mac, pour comprendre, tout simplement. Non, sérieusement, il y a plusieurs explications. Alors déjà, l'offre de McDo est devenue plus complexe, parce qu'en voulant varier les sandwichs proposés, McDo a finalement compliqué sa production en entraînant des retards de livraison et des erreurs dans ses sandwichs, puisque ça devient plus complexe. Mais l'explication la plus plausible, c'est que McDo n'arrive toujours pas à se débarrasser de son image de porte-drapeau de la junk food et de la malbouffe.
malbouffe absolument. On se souvient en 2004 du film Super Size Me, dans lequel un homme mangeait du McDo pendant un mois. Et McDo est en plus boudé maintenant par les jeunes, les 19-21 ans qui boudent McDo, qui voient une marque plutôt vieillotte. Et dans le même temps, les concurrents, eux, jouent très bien la carte du sain et de l'ingrédient de qualité pour grappiller des petites parts de marché à la chaîne. Pourtant, il faut quand même souligner que ça fait plusieurs années déjà que McDo s'est lancé dans une course de la com, du marketing pour soigner cette image de la malbouffe en vantant les qualités bio par exemple de sa viande, le green, voilà. Ah oui, exit le logo, vous vous souvenez, rouge, criard, très criard, place au vert, à des restaurants avec une déco zen dans lesquels il y a du bois, où il y a écrit des mots-clés qui parlent de respect de l'environnement. Et alors regardez où va justement cette refonte de l'image avec cette pub Happy Meal. On parle bel et bien d'hamburger dans cette pub. Si vous pensez que le Happy Meal, c'est un menu avec un hamburger composé d'un steak haché 100% pur bœuf, vous avez raison. Mais c'est aussi au choix des nuggets au blanc de poulet pané ou du poisson pané préparé avec des filets 100% issus d'une pêche durable. Le Happy Meal, c'est, selon les envies, des petites tomates ou des frites. Il y a aussi des fruits rigolos qui évoluent au fil des saisons, ainsi que des produits issus de l'agriculture biologique avec un jus de fruits et un yaourt à boire. Et enfin, si vous pensez que le Happy Meal c'est un menu avec un jouet, vous avez encore raison. Et ça donne envie d'emmener vos enfants tous les jours là-bas, Barbara. Oui, c'est très sain. Moi, j'aime beaucoup les petits animaux qui courent. Je suis toujours très friande de ça. Il donne des petits sachets de carottes, de bâtonnets de carottes il y a eu un effort. Mon fils ne mange jamais. Eh bien, évidemment. Voilà. Est-ce que c'est inquiétant pour la marque? Ça veut dire qu'il ne réussira jamais ce pari finalement de changer d'image? En tout cas, du côté de l'état-major de McDo, on fait passer ce petit recul dont on parlait comme une anecdote, un incident de parcours. Mais cela dit, si on regarde plus loin, en janvier dernier, McDo a annoncé un bénéfice en baisse de 15%, recul du chiffre d'affaires de 2,3% et surtout départ de Don Thompson qui a été remplacé par Steve Easterbrook, c'est-à-dire changement de patron. Alors le nouveau patron, pour éteindre l'incendie, mise sur une nouvelle stratégie, celle du goût local, c'est-à-dire adapter l'offre au goût des populations des 188 pays dans lesquels McDo est implanté, ce qui nous donne, et vous le voyez à l'antenne, en France, le McBaguette, c'est-à-dire un sandwich baguette classique adapté au goût des Français. En Israël, vous pouvez trouver des sandwichs à base aussi de shawarma. Donc on est dans cette... Je crois qu'il y a même des nems dans les pays asiatiques. Absolument. Mais alors rassurez-vous, si vous êtes inquiet pour McDo, la marque reste loin leader devant le Burger King. Sachez qu'il se vend 75 hamburgers à la seconde, ce qui fait que depuis le début de cette chronique, 18 000 hamburgers viennent d'être vendus. Merci pour cette précision. Voilà. Et bon réveil. Merci Rudy, merci Laetitia. Passez une excellente journée. On se retrouve demain. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu avec Éléonore Weil. Portez-vous bien.